Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonsoir à tous si vous nous rejoignez et merci d'être avec nous pour cette seconde partie de Toujours Debout. Et comme tous les mardis soirs, nous passons à la chronique de Bélir, votre programme hebdomadaire avec Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont L'État, droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. Bélir Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l'actualité. Allez, on passe donc à notre premier sujet et au sommaire de ce rendez-vous hebdomadaire. Pourquoi François Bayrou se met-il à parler comme Marine Le Pen et comme Éric Zemmour, pardon. Le Premier ministre a donné un entretien fleuve de 2 heures à LCI lundi soir. Et parmi les sujets évoqués, il a pris position pour le moins populiste sur la question de l'immigration en parlant d'un sentiment de submersion, un terme que l'on entendait surtout à l'extrême droite et qui fait écho à la théorie du grand remplacement. On parlera aussi de Gaza que Donald Trump souhaite nettoyer en envoyant les Palestiniens qui s'y trouvent en Égypte ou en Jordanie. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'une nouvelle proposition farfelue du président américain ou d'une véritable intention de nettoyage ethnique? On en parle avec Bélir Nabli. Bonsoir Bélir. Bonsoir. Alors, je le disais, le Premier ministre Bayrou a donc choqué énormément de monde avec cette déclaration aux accents racistes. Il vaut mieux d'être métissé que de ne pas l'être. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'il ne dépasse pas une proportion. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. On y est en France, selon vous? Est-ce qu'on y est en France, oui ou non? On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve. Et la classe politique n'a pas tardé à réagir depuis hier. Regardez ses réactions à gauche notamment. Il y a deux options. Soit François Bayrou veut cyniquement courir après le Rassemblement national et il insulte les millions de Français qui sont la majorité dans ce pays qui ont fait barrage au mois de juillet, soit M. Bayrou a dans le cerveau la même bouillie que M. Zemmour, et c'est encore plus grave, ça veut dire que depuis 30 ans, il nous invente une espèce de vernis humaniste qui vient de craqueler. Mais la question des valeurs, la question des principes, la question de la lutte antiraciste, la question du refus du discours de l'extrême droite, elle est prioritaire. On ne peut pas sortir d'une séquence qui a été le barrage républicain, qui a été le sursaut civique des Français pour dire on ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir, et avoir un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur qui reprennent les thèmes, les termes, les slogans du Rassemblement national et d'Éric Zemmour. Donc moi, ça me déterminera effectivement à vouloir censurer ce gouvernement parce qu'il ne faut pas se compromettre avec l'extrême droite et avec ses propositions politiques. La vérité, c'est qu'un homme politique de premier plan a décidé de reprendre les mots de l'extrême droite. La vérité, c'est qu'il forme l'opinion et non qu'il la subit parce que peut-être qu'au fond de lui-même est terrorisé. Peu m'importe. C'est un Premier ministre. C'est un Premier ministre qui est élu d'un front et d'un barrage à l'extrême droite et qui reprend ces mots. C'est insupportable. Et la vérité, c'est que toutes les études de recherche, pas les sondages à 1000 personnes sur BFM ou tapés sur Twitter, les recherches scientifiques démontrent que la tolérance ne fait qu'augmenter en France. Et ça, ils refusent de le voir parce que politiquement, ça ne les sert pas. Nous ne sommes pas à la hauteur du débat. Maintenant, pour revenir sur le sujet de l'immigration, est-ce qu'on peut et on a le droit de parler d'immigration? Oui. Est-ce qu'on doit faire attention aux mots qu'on emploie? Bien évidemment. Mais je pense que depuis un certain nombre d'années maintenant, quand nous parlons d'immigration, nous sommes pris en tenaille entre des postures et des fantasmes. Ici, plus que jamais, nous devons pouvoir nuancer notre propos pour mieux l'adresser. Rappeler qu'il y a une immigration illégale qu'il n'est pas question de contrôler, mais bien de combattre, et une immigration légale qu'il faut pouvoir contrôler et encadrer. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que nous, dans le cadre d'Ensemble pour la République, nous avons mis en place des groupes de travail. 3 sujets, les institutions, les retraites et l'immigration. Nous voulons sortir des postures pour enfin adresser ce sujet comme nous devons le faire
en tant que responsable politique. J'ai été à vos micros il y a quelques semaines pour saluer la démarche du Parti socialiste qui est en train de se défaire de la mainmise de la LFI. Donc je suis très claire et je dis attention de ne pas potentiellement se servir de cela comme prétexte. S'ils ont besoin d'avoir un échange et une discussion avec le Premier ministre, ils peuvent toujours le faire. Je suis sûre que la porte de Matignon leur est ouverte pour cela. Je constate malheureusement qu'il y a une dérive d'extrême droitisation de la droite française. Mais je ne pensais pas que ça viendrait à ce que le Premier ministre fasse le porte-parole de M. Zemmour. Parce que c'est l'équivalent du grand remplacement. C'est quand même incroyable d'agiter des fantasmes et des peurs comme ça. Alors que c'est contredit par tous les chiffres qui montrent que la France est loin aujourd'hui d'être le grand pays d'immigration qu'elle a été par rapport à d'autres pays européens. Donc tout ça répond à absolument rien. Et laisser croire aux Français qu'il y a un risque de submersion, qui laisserait supposer une submersion, quand on parle de submersion, c'est qu'il y a un ennemi. Je supposerais donc qu'il y a un ennemi qui est en train de nous envahir, un ennemi de l'intérieur. Bon, je suis très étonné que M. Bayrou, qui a quand même nous a habitués à un peu plus j'allais dire, de modération, reprenne comme ça des propos de l'extrême droite et de la pire extrême droite. Ça fait longtemps que je pense que vous avez une dérive d'extrême droite et que si jamais le gouvernement n'était pas censuré là, la suite de l'histoire s'écrirait avec M. Retailleau en ministre de pointe et sur des mesures toujours plus identitaires, discriminatoires, racistes. Voilà, c'est que je pense que la dérive du macronisme, tout comme on a vu une dérive de dirigeants néolibéraux dans le monde. Je pense à Orban, je pense à même à monsieur Trump à l'origine. Donc tout ça c'est malheureusement une évolution mondiale. Et là, je suis quand même frappé que ça passe aussi par monsieur Bayrou. Alors voilà un éventail donc de réactions recueillies par Andrei Manivit à l'Assemblée nationale. Alors Bélir, même si François Bayrou ne prononce pas clairement l'expression, le voit de manière sous-jacente qu'il évoque quelque part le grand remplaçant. Oui, alors moi je comprends bien sûr la surprise et l'expression des uns et des autres, en particulier des responsables politiques de gauche, mais la vérité c'est que ces sorties, ces déclarations, elles s'inscrivent dans un mouvement de fond. Derrière, encore une fois, et j'aime à le dire et à le redire, derrière la reconfiguration de notre paysage politique autour de, grosso modo, trois grands pôles, en vérité, il y a au moins deux pôles qui, idéologiquement, sur un certain nombre de thématiques, l'immigration et la sécurité en particulier, peuvent se confondre à travers notamment l'adhésion à un certain nombre, ça a été dit, de mots, d'imaginaires, etc. Donc, à partir de là, ces déclarations du Premier ministre Bayrou s'inscrivent dans une histoire, s'inscrivent dans un mouvement, une dynamique qui ne fait que prendre de plus en plus d'ampleur, qui s'institutionnalise, qui se formalise. Et si je devais illustrer notamment ce mouvement-là, ce serait notamment de revenir à des déclarations également qu'a pu tenir un ministre de l'Intérieur de gauche, officiellement, à l'époque, sous François Hollande. Faut-il rappeler les déclarations d'un Manuel Valls à l'égard des Roms, ou à l'égard des Blancos et autres sorties, même si, pour ce qui est des Blancos, il n'était pas encore ministre de l'Intérieur, mais il était quand même maire socialiste. Bref, du point de vue de la bataille culturelle et idéologique, c'est-à-dire la mobilisation d'un certain nombre de références, la mobilisation, la culture d'un certain nombre d'imaginaires, incontestablement, on est toujours dans la même séquence, ça s'accélère, ça s'intensifie et ça s'institutionnalise. C'est peut-être ça qui est plus nouveau. C'est-à-dire que l'entrée en force du RN à l'Assemblée nationale, le fait qu'on négocie officiellement entre Matignon et le Rassemblement national, le fait que des ministres entretiennent des relations ou le Premier ministre lui-même entretiennent des relations quasi régulières avec des représentants du RN, etc., etc. C'est cette formalisation, de la normalisation du RN qui saisit pas le discours. Le discours, franchement, le seuil où le Rubicon a été franchi il y a bien longtemps, de mon point de vue. C'est simplement le fait que, presque par principe, on note à gauche telle ou telle sortie. Mais bon, si on était, ou si certains étaient si choqués, ils auraient voté la censure.
du gouvernement Bayrou. Exactement, mais quand même, c'est un naufrage idéologique qu'un centriste supposément centriste comme Bayrou se mette à ratisser sur les terres du Rassemblement national, de l'extrême droite en général, et que représente encore le centre dans notre pays. On a l'impression que ce courant s'est fondu dans la droite et voire dans la droite extrême. Oui, parce que spontanément, instinctivement, on associe le centre à la modération. Or, c'est pas vrai. L'équation, elle ne vaut pas. Hein. Historiquement, vous avez des figures centristes françaises qui appartenaient, par exemple, à l'UDF, ce qu'on appelait l'UDF, le pôle centriste traditionnel sous la Ve République, qui a été dirigé notamment par Valéry Giscard d'Estaing. L'UDF, vous aviez des personnalités issues de l'extrême droite qui étaient membres de l'UDF, qui étaient issues du mouvement dit Occident, hein, et qu'on retrouve encore aujourd'hui comme des responsables, enfin au titre de responsables politiques bien établis, alors qu'ils ont une histoire pour le moins houleuse. Je pense notamment à M. Longuet, qui est sénateur, hein, qui vient d'Occident. Et donc, vous avez cette tradition-là des personnalités dites centristes, mais qui en réalité ne sont pas modérées pour autant. Et M. Bayrou, effectivement, d'une certaine manière, il a construit sa carrière sur cette capacité à incarner un centre, c'est-à-dire un équilibre entre les pôles, les deux pôles de notre vie politique d'antan, j'allais dire, d'il y a quelques mois ou quelques années, qui opposait une gauche à la droite. Et vous aviez effectivement un Bayrou qui avait réussi à entretenir une personnalité et un discours particulier, fondé et incarné notamment par l'attachement à l'Europe, l'attachement également à la moralisation de la vie politique et une volonté aussi de ne pas céder à une forme de populisme oratoire, verbal, formel. On voit bien que tout cela s'écroule, que voilà, lui-même est animé par une forme de cynisme qui fait qu'il va là où son intérêt le pousse à aller. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est entré à Matignon en apportant des gages, verbalement parlant en tous les cas, consistant à dire qu'il essaierait d'incarner un arc allant des socialistes au LR sans fermer la porte au RN. Et on voit bien que dans sa manière de discourir, puisqu'on ne peut pas encore dire qu'il agit, donc en s'en tenant simplement à ses discours, on voit bien que les clins d'œil particulièrement appuyés vers le RN illustre un déséquilibre dans sa volonté d'équilibre. Et puis c'est une épée de Damoclès au-dessus de lui, puisque en cas de motion de censure, un vote Rassemblement national et avec la gauche le ferait tomber. Donc c'est une façon de donner des gages, mais aussi quand même le reflet d'une déshérence totale en termes de convictions politiques. Je pense qu'il a des convictions politiques, mais dès lors que ses intérêts le commandent, il est capable de changer de discours. D'ailleurs, je note un élément extrêmement significatif. Hier soir, il a parlé d'un sentiment de submersion. Aujourd'hui, il parle de réalité de submersion. Tu vois ? Et ça, c'est tout à fait significatif, parce que ça renvoie au bougli-bougla de son discours, parce que c'était assez confus. Et ça a été rappelé même par des responsables politiques, à savoir que finalement, c'est un discours qui ne s'appuie pas sur des faits avérés, sur des études scientifiques, sur des données. Hein, on a quand même le Premier ministre, là, en l'occurrence. Et effectivement, on peut imaginer qu'un Premier ministre tienne un discours rationnel, fondé sur les données que son administration, l'administration d'État, met à son service. Je pense notamment à l'INSEE. Eh bien non. On a là un Premier ministre qui balance des approximations en mobilisant des référents qui ont été construits par des penseurs de l'extrême droite. Et il sait très bien ce qu'il fait, puisque en plus, je rappelle que lorsqu'il a été nommé, un certain nombre de commentateurs se sont allés
a souligné qu'il s'agissait d'une figure plutôt intellectuelle, un ancien enseignant, un agrégé de lettres. Bon, on voit bien qu'il y a soit une non-maîtrise des mots, des termes et du discours, soit une volonté cynique de s'aligner sur un discours bien identifié. Moi, je pense que c'est la deuxième option. Il sait très bien ce qu'il fait. Et d'ailleurs, il avait donné le ton lors de son discours de politique générale. Je vous propose d'écouter un extrait. L'immigration est devenue une question brûlante sur toute la planète. Elle l'est pour ceux qui supportent les vagues migratoires et ceux qui craignent d'être menacés par de prochaines vagues. Et les réseaux sociaux attisent cette crainte tous les jours. La conviction profonde, c'est que cette immigration qui se développe aujourd'hui sous toutes les latitudes de la planète est d'abord une question de proportion. L'installation d'une famille étrangère dans un village pyrénéen ou cévenol, c'est un mouvement de générosité qui est suscité et qui se déploie. Des enfants fêtés et entourés à l'école, des parents qui reçoivent tous les signes de l'entraide. Mais que 30 familles s'installent et le village se sent menacé et des vagues de rejet se déploient. Alors, Bélir, dans cette espèce de dérive identitaire, là, pas totalement assumée parfois dans les termes, la droite, enfin, il me fait penser, François Bayrou, à la droite d'un certain Brice Hortefeux, qui, sur l'immigration, disait quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plusieurs que ça pose problème. La comparaison te semble valable ? Oui, en tout cas, par rapport à ce qu'il a dit hier, lorsqu'il a parlé de proportion, que c'était un problème de proportion. Bon, tout est relatif, et en particulier, la notion même de proportion est relative, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Tu vois, si tu fixes un seuil, nous n'allons pas avoir les mêmes seuils à l'esprit. Donc il y a là une forme de déresponsabilisation et un renvoi, encore une fois, au sensible, au sentiment, au ressenti, donc à du subjectif. Et la notion de submersion, ça joue aussi sur les peurs. La submersion, c'est la vague, c'est une horde, ce qui ne représente évidemment aucune réalité. Oui, non seulement tu as c'est un vocabulaire qui tend à déshumaniser les immigrés en question, mais qui en plus, effectivement, n'est pas confirmé par les dernières données statistiques produites par l'État lui-même. Matignon, c'est le cœur névralgique de l'appareil d'État, et ces hauts fonctionnaires qui sont à son service devraient mieux ou plus le conseiller en lui diffusant les données qui sont à sa disposition. Les demandes d'asile et les demandes d'asile baissent en France. L'attribution des titres de séjour baisse également, ce qui est de nature en fait à souligner que la France est de moins en moins attractive. Et aussi, pas seulement pour les investisseurs, parce que là ça va un peu mieux, mais du point de vue même des migrants. Et aussi, peut-être qu'elle a aussi une politique plus répressive, plus dans la radicalité. On a eu des témoignages de préfets notamment qui disaient qu'ils avaient des instructions pour limiter le plus possible ou rendre le plus difficile possible l'obtention des titres de séjour. C'est aussi parce qu'on maintient la portion d'immigrés déjà présents, parfois qui travaillent sur le territoire national, dans une certaine clandestinité, alors que le fait de travailler devrait leur permettre d'avoir des droits. Oui, tu as raison de compléter la dimension un peu quantitative par la dimension qualitative. C'est-à-dire non seulement il y a une baisse de l'attractivité, mais qu'effectivement, peut-être que cette baisse s'explique aussi par la manière dont on accueille et dont on traite les dossiers, les demandes en général. Et là, pour le coup, effectivement, nos administrations, nos préfectures en particulier, maltraitent ces demandeurs, qu'ils soient des demandeurs d'asile ou des demandeurs de titres de séjour, qui se conforment par là à des procédures régulières, pour le coup, mais qui se retrouvent effectivement confrontés souvent à des murs bureaucratiques. Et tout cela, effectivement, lorsqu'on écoute les témoignages, on sent bien qu'il y a un système, voire une volonté de décourager ce type de demande et finalement laisser un certain nombre des demandeurs basculer dans l'illégalité du fait de cet enfer bureaucratique. Mais ce que je voudrais souligner également à travers le discours
du Premier ministre Bayrou, c'est que derrière, en fait, l'obsession de l'immigration dans la vie publique et démocratique française, c'est en plus, concrètement, formellement, une inflation des textes de loi, en particulier sur l'immigration ou sur l'asile, et on en est à pratiquement une vingtaine en une vingtaine ou 25 ans. C'est-à-dire que comme si, à chaque nouveau gouvernement, il fallait montrer patte blanche, c'est-à-dire montrer sa volonté de durcir les conditions de régularisation, les conditions d'accueil. D'ailleurs, à chaque fois, il y a une loi immigration. Exactement. Oui, mais comme si c'était un exercice imposé. Voilà, lorsqu'on entre dans l'arène de l'exercice du pouvoir, de la fonction gouvernementale, le premier réflexe, pratiquement, du discours du nouveau Premier ministre, et en particulier du nouveau ministre de l'Intérieur, consiste à définir sa politique migratoire, toujours dans la même veine, suivant la même logique, c'est-à-dire sécuritaire, finalement, restrictive, rigide. Et voilà, c'est presque une condition sine qua non à l'exercice du pouvoir en général et à la politique migratoire en particulier, telle qu'elle est menée place Beauvau. Et ce qui est remarquable ici, alors il y a une petite spécificité dans le gouvernement Bayrou, c'est qu'il n'y a pas que le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui incarne cette politique, c'est qu'il forme maintenant en plus un binôme avec son quasi-prédécesseur, Gérald Darmanin, l'inénérable, qui lui est à la justice et qui, dans une forme de prolongement, garantit ou essaye d'apporter des gages en matière de durcissement de la politique pénale. Et voilà, et donc on a toujours la même tonalité, la même volonté de montrer patte blanche d'une certaine manière, mais à qui ? À qui ? Est-ce que vraiment c'est la priorité de la population française ? Et si s'il y a une demande, des besoins en la matière, ça c'est incontestable. On a besoin de clarification, on a besoin aussi de revoir peut-être les choix qui ont été faits, parce qu'on voit bien que le tout répressif n'est pas forcément la solution, loin s'en faut. Eh bien, malgré tout cela, on ne voit pas d'autres perspectives en la matière. Et ça, c'est assez incroyable, parce que, juste un exemple, quand tu prêtes attention au discours de Retailleau, tu te dis qu'il intervient ou qu'il va commencer qu'il va commencer à rédiger une page blanche, comme s'il n'y avait aucun prédécesseur, comme si rien n'avait été fait avant lui. Pire encore, il adresse souvent, à travers son discours, il y a une critique lancinante, une critique entre les lignes de ce qui a été fait. Sauf que ce qui a été fait a pour responsable son collègue. Son collègue et son camp politique qui a été au pouvoir, aux manettes, et qui a Alors, LR n'était pas forcément sous le premier mandat de Macron. Avant, mais il y a celui Sarkozy, qui incarne en particulier le ministère de l'Intérieur sous Emmanuel Macron, c'est Gérald Darmanin. Oui. Donc il a à minima une responsabilité politique de ce dernier dans la critique que décline Retailleau par rapport à ce qui a été fait. Donc il y a là vraiment un jeu de dupes et une course folle dont on peut se demander où est la part de rationalité, quelle est la vraie finalité. Et ça nous rappelle d'autres questions, mais qui n'ont rien à voir pour autant. Alors, j'aimerais qu'on écoute quand même une macroniste qui se désolidarise en quelque sorte de ses propos. C'est Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui peine à partager le point de vue de Bayrou. Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent. On parle d'hommes et de femmes, on parle de notre pays, la France, qui, de par son histoire, de par sa géographie, de par sa culture, a toujours accueilli et s'est construite avec cette tradition-là. Et donc, moi, je ne parle pas comme cela J'ai l'impression que vous voulez même pas redire le mot. En fait,
Vous bloquez, vous voulez pas. Mais parce que c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire et certainement pas pour parler d'hommes et de femmes qui parfois fuient les combats, qui parfois sont persécutés, qui parfois viennent en France parce que pour eux, la France, c'est la patrie des droits de l'homme, ça représente quelque chose et nous devrions être fiers que la France représente cela dans le monde. Et donc, évidemment qu'il ne faut pas être naïf, évidemment qu'il faut réguler l'immigration, évidemment qu'il faut être très ferme sur nos valeurs, sur les conditions et nos exigences d'intégration, d'adaptation à notre pays, à sa culture, à son histoire, justement. Mais je n'utilise pas ces mots et je ne les utiliserai jamais parce que je crois que c'est contraire à ce que nous sommes profondément. Bélir, il y a une espèce de mise en scène parfois dans la Macronie pour, en quelque sorte, continuer d'entretenir le « en même temps ». Mais on le voit bien que quand François Bayrou tient ses propos, il n'y a pas de réaction, par exemple, de son chef, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron, pour au moins poser la réalité des choses, qui serait que le camp macroniste ne défend pas cette notion de grand remplacement. Alors, vu le sujet et vu la gravité des propos, tu as raison de souligner que le président de la République aurait pu intervenir, puisqu'il est garant de l'unité nationale et qu'il est en surplomb, sans entrer dans la polémique, mais quand même rappeler des fondamentaux de la République, notamment l'égalité. Mais on aurait pu aussi s'attendre à une intervention encore plus légitime, celle du chef. Tu as peut-être parlé de chef, mais le vrai chef des macronistes, c'est quand même formellement, officiellement, Gabriel Attal. À lui, il a gardé le silence. Et pour cause, je pense qu'il pense exactement la même chose que François Bayrou, en tous les cas, sur cette question. Et c'est en cela que je ne suis pas vraiment convaincu par les propos de Mme Braun-Pivet, en ce sens où, encore une fois, le discours du Premier ministre Bayrou s'inscrit dans la pleine continuité de l'action et des discours qui ont été menés sous les gouvernements macronistes, j'allais dire purs, en ce sens où ils étaient seuls au gouvernement. Donc je ne vois pas de rupture, en fait, dans le discours de François Bayrou. Je vois une continuité qui s'est traduite par un texte sur la loi d'immigration, un texte récent, je crois qu'il a à peine 1 an, et qui avait été en partie inspiré, avec la volonté de Gérald Darmanin, par quelques idées phares issues du RN. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas pour s'en tenir à ce type de posture, et il faut rechercher au contraire les lignes de rupture et de continuité. Et moi, je vois de la continuité, et je m'explique notamment ce type de prise de position tout simplement par l'espèce de guerre interne qui nous intéresse tout relativement au sein même, effectivement, là pour le coup, de la Macronie, parce que effectivement, il y a une logique carriériste, une logique de perspective personnelle en vue de la présidentielle, de l'après-Macron, pour avoir le leadership au sein du bloc macroniste, et plus précisément pour l'élection présidentielle. Et qui dit élection présidentielle dit chez les macronistes précisément bien une confrontation entre Gabriel Attal et Mme Braun-Pivet. Donc il faut bien trouver quelques points de différenciation. Et je pense qu'elle a saisi opportunément cette polémique pour essayer de se distinguer. Alors, François Bayrou a tenu aussi des propos assez étonnants, très religieux pendant cette interview sur LCI, assez conservateur. On ne sait pas très bien ce qu'il a voulu dire, mais on va l'écouter. J'ai souvent dit que pour moi la mort n'existait pas. Que pardon de cette confidence, elle est trop intime. Moi je ne crois pas que les morts soient morts. Vous croyez à la présence des morts? Je crois à la vie. Je crois que... Pardon, parce que là, je livre des convictions trop franches. Je crois que la vie ne s'interrompt pas tout au long de son cours. Et je crois que ceux qui sont de l'autre côté continuent à avoir avec nous quelque chose comme une relation. Je veux même vous dire, je crois qu'ils influencent autant qu'ils peuvent.
notre vie. Alors peut-être vous me prendrez pour un fou, nombreux me prendront pour un fou, mais enfin en tout cas, il y a des siècles et des siècles de spiritualité qui pensent ça. Bélir, je pense qu'en tant que Premier ministre, on peut avoir des convictions religieuses, c'est une évidence. Mais est-ce qu'un Premier ministre devrait les affirmer de cette façon ? Alors, pour être tout à fait honnête, là, c'est plus une vision spirituelle du rapport à la vie et à la mort qu'il a essayé de décliner, plus que des convictions religieuses. Il n'a pas affirmé son adhésion à telle ou telle religion en particulier. Il a vraiment invoqué la dimension spirituelle de sa perception de la vie et de la mort. Donc ça peut être intéressant. Mais par contre, il faut bien reconnaître que ici, comme sur d'autres aspects, on sent cette espèce de oubli-bougla qui le suit depuis le début de son entrée en fonction. Moi, j'ai été marqué notamment par sa déclaration de politique générale, qui était peut-être l'une des plus confuses de l'histoire de la Ve République. C'était incroyable comme moment. Je passe sur le moment où il perd le fil, où il ne sait même plus à quelle page il est. Bon, c'est anecdotique, sauf que c'est tout à fait symbolique du moment. Il partait dans tous les sens, c'était pas clair. Et au-delà de la déclaration de politique générale, c'est quelque chose qui le suit. Il a une expression, et l'expression de ses idées, plus largement, qui n'est pas tout à fait claire. Et lorsque c'est clair, c'est nauséabond. Donc ça commence à être vraiment problématique, au-delà donc de sa vision, de sa perception de la vie et de la mort. Alors là où ça me gêne, c'est que le fait qu'il exprime des convictions ou une vision spirituelle des choses ne me gêne pas en soi. Par contre, en tant que Premier ministre, on attend de lui précisément une politique publique, une action, et notamment une initiative ou une orientation législative sur un dossier qui intéresse beaucoup de gens. C'est la question de la fin de vie, tout simplement. Et là, on n'est pas obligé de se plier à un exercice un peu de contorsion en essayant de se faire passer pour un esprit particulièrement sensible au spirituel et à l'au-delà, pour éviter de répondre clairement, avec les termes d'un législateur, en arbitrant notamment des questions sensibles, certes, mais en arbitrant clairement et apporter finalement une réponse à une question ou à des questions que se posent beaucoup de Français et qui est toujours lancinante. Et c'est ça qui me gêne plus. Il se plie à un exercice de rhétorique qui est en décalage à l'espèce d'attente et l'urgence humaine et morale de beaucoup. Alors on passe à notre second sujet du jour, Gaza et le nettoyage ethnique voulu par Donald Trump. Mais quelle mouche a donc piqué Donald Trump ? Alors certes, on pourrait commenter la plupart de ses sorties en disant cela, mais voilà que le président américain propose sans aucune vergogne de déplacer les Palestiniens de Gaza vers d'autres pays arabes. Je m'entretiendrai avec le général Al-Sisi demain dans la journée. J'aimerais que l'Égypte prenne des gens et j'aimerais que la Jordanie prenne aussi des gens. Il s'agit d'1,5 million de personnes et nous allons tout nettoyer. Vous savez, au fil des siècles, il y a eu de très nombreux conflits. Et je ne sais pas, il faut que quelque chose se passe. C'est littéralement un site de démolition. Presque tout est démoli et des gens y meurent. Donc je préférerais m'impliquer auprès de certains pays arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourront peut-être vivre en paix pour une fois. Bélir, on n'est plus surpris par les déclarations de Donald Trump, mais celle-ci est quand même d'une grande abjection. Elle est abjecte et en plus, tu nous le diras, c'est quand même un peu une atteinte au droit international. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup pour dire les choses. Alors, juste une transition. Ce qui est remarquable dans le moment d'histoire qu'on vit, dans nos démocraties, c'est vraiment la manière dont on a basculé dans une part d'irrationalité. D'ailleurs,
parlait de Bayrou, des macronistes. N'oublie pas qu'ils invoquaient systématiquement le cercle de la raison. On a vu ce que ça donne concrètement, le fait d'invoquer des idées, des images complètement infondées. Là, c'est un autre registre et ça paraît encore plus surréaliste dans la bouche, ce qu'exprime Trump. Mais on a finalement cette même pente vertigineuse de chefs d'État, de chefs de gouvernement, bref, de dirigeants de démocratie, dont on a de plus en plus de mal à comprendre la rationalité. Alors, et malgré tout, il y a de la rationalité, mais laquelle? Quand tu l'écoutes, quand tu essaies de le prendre au sérieux, c'est celle de l'efficacité. Apporter une solution, mais en fait une solution simple, simpliste à souhait, à un problème qu'il constate. Voilà. En gros, c'est ça, Trump. Et pour le coup, ce n'est pas une posture et une déclaration isolée dans son discours. C'est sa manière aussi d'aborder les problèmes politiques. En dépit de leur complexité, lui, il voit une solution. Une solution dont la simplicité est inversement proportionnelle à la complexité du problème. Tu vois. Et donc, le fait que, précisément, ce qu'on peut appeler factuellement une opération de nettoyage ethnique, tu vois, que suppose finalement sa solution, constitue un crime de guerre. C'est ce qu'on appelle le déplacement forcé de population civile. C'est un crime de guerre. Tu ne peux pas forcer des civils à quitter leur maison, quitter leur village, leur ville, et les déplacer sous la contrainte. Vers d'autres pays en plus. Arabes, c'est en quelque sorte vos voisins arabes peuvent gérer la situation. Allez-y. Enfin, je le dis de manière caricaturale. Tu as une dimension culturaliste, mais tu as un deuxième aspect aussi par rapport au droit international que tu as évoqué, c'est qu'il déclame ses solutions sans prendre en considération en tant soit peu la souveraineté des États en question. Voilà, l'Égypte va accepter, la Jordanie également. Et d'une certaine manière, on comprend que s'il n'accepte pas dans un premier temps, il saura leur imposer cette solution. Donc attention, parce qu'il y a eu une réaction assez univoque, claire, ferme, à la fois du président El-Sisi et du côté de la cour royale, monarchique en Jordanie, consistant à rejeter le discours et la solution trumpiste. Mais attention, c'est pas terminé pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il est animé par cette volonté d'apporter des solutions pour démontrer son efficacité en matière politique intérieure et internationale. Rappelle-toi sa phrase sur la solution à la guerre en Ukraine. En 24 heures. Il avait prévu la solutionner justement en 24 heures. Que deuxièmement, il n'invoque jamais les contraintes comme le droit international. Dans son esprit, ce type d'obstacle n'existe pas. Seul compte le rapport de force et donc sa capacité à imposer ses solutions. Même s'il échoue en vérité, ça l'importe moins. Et là, je te renvoie à une autre séquence. Rappelle-toi, lorsqu'il s'était rapproché lors de son premier mandat du chef d'État nord-coréen Kim Jong-un, suivant un processus qui avait surpris beaucoup. On s'est dit, tiens, c'est surprenant, c'est baroque, c'est singulier, mais à la fin, ça aboutit à rien du tout. Sa poignée de main spectaculaire, ses photos, ses postures, ses discours, ça n'a abouti à rien. Il y a même eu une régression. Les Nord-Coréens sont plus belliqueux que jamais. Et des soldats nord-coréens sont en Ukraine pour combattre l'allié des États-Unis. Bref. Donc il y a tout cet aspect. Et puis enfin, troisième élément à rappeler, c'est pas une solution et c'est pas un discours qui concerne n'importe quel peuple. On parle des Palestiniens. Or, dans l'histoire des Palestiniens, il y a déjà eu des épisodes de nettoyage ethnique. Lors de la première guerre, celle de 47-49, première guerre israélo-arabe à l'époque, comme on disait, 47-49, il y a eu des opérations, une opération massive de nettoyage ethnique qui a consisté pour l'armée israélienne à imposer par la force, sous la contrainte, le déplacement des civils palestiniens, alors ailleurs en Palestine ou chez les voisins arabes déjà. Et ça a créé donc les réfugiés palestiniens, les fameux réfugiés palestiniens,
au Liban, en Jordanie, en Syrie. En Syrie également. Bien sûr. Et puis en 67, on en parle moins, parce que tu as eu la Nakba, que beaucoup connaissent maintenant, de 48, en gros. Et puis en 67, pendant et après la guerre des 6 jours, comme on dit, les Israéliens ont procédé à une deuxième opération de nettoyage ethnique qui a nourri à nouveau le flot de réfugiés palestiniens chez les pays voisins, notamment la Jordanie, mais aussi, dans les 2 cas, pour la Nakba en 47-49 et pour la Naksa, comme on dit, pour 67, à Gaza. Beaucoup des Palestiniens, ou nombre des Palestiniens, un certain nombre de Palestiniens de Gaza sont en réalité des réfugiés palestiniens de Cisjordanie. Donc, voilà, il y a cette réalité historique que vient rappeler involontairement le président Trump. Et même les adeptes du soutien inconditionnel sont choqués par ces propos. Je te propose d'écouter le député macroniste Mathieu Lefebvre. Ce sont des mots qui sont choquants. Le mot de nettoyage rappelle évidemment des moments très sombres de notre histoire. Et si on pense qu'on est capable de résoudre ce conflit par des mouvements massifs de population, on se trompe très lourdement. C'est un conflit qui est à la fois un conflit religieux, un conflit territorial et un conflit politique qui doit se résoudre avec des forces raisonnables en présence. Et je crains que le président Trump ne soit pas une force raisonnable. Encore une fois, j'ai l'impression que le monde entier, les alliés des États-Unis même, vont être complètement dépassés par la gestion en fait de ce conflit, la gestion que va en faire Donald Trump. Est-ce que tu penses la même chose ? Il y a un épisode qui est intéressant, c'est le refus de la Colombie d'accepter les avions envoyés par les États-Unis pour finalement déposer des migrants colombiens illégaux. En fait, la plupart des États qui vont être dans une forme de rapport de force avec les États-Unis seront confrontés à la même question. Jusqu'où ils pourront aller dans ce rapport de force et est-ce qu'ils auront les moyens de ne pas céder ? Et je pense à la Jordanie et en l'occurrence à l'Égypte qui, dans un premier temps, donc, ont opposé une fin de non-recevoir par rapport à la solution préconisée par Trump. Mais la deuxième étape, ça va être, pour être un peu familier, un coup de pression. Ça peut se traduire par un coup de pression non négligeable pour 2 régimes fragiles. Le régime d'Al-Sisi est fragile parce que c'est un régime dont l'assise est autoritaire, d'abord, et que la situation économique et sociale n'est pas bonne du tout. Or, le pays tient en partie grâce à des subventions financières substantielles qui ont été maintenues et qui font partie des rares subventions que les Américains, que l'administration Trump maintient. Exactement. Donc c'est un levier à ne pas négliger dans un hypothétique rapport de force dans ce dossier-là. Et puis la Jordanie, même chose. Ce sont les alliés stratégiques des États-Unis et dont la survie du régime, le roi Abdallah, dépend en partie également de ce soutien. Donc la question moi, que je pose, c'est dont acte quant au refus et à la fin de non-recevoir d'une telle solution, mais quelle sera leur réaction en cas de bras de fer que déciderait d'initier le président Trump. On en revient toujours à une forme, alors pas d'arbitrage, mais vraiment à un acteur pivot, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est à peu près le seul acteur, je mets naturellement Israël de côté, qui est susceptible de négocier dans un rapport moins déséquilibré avec les États-Unis. Parce que Trump perçoit des intérêts économiques et financiers substantiels pour les États-Unis dans les relations avec l'Arabie Saoudite, mais pour lui-même aussi. Donc il est susceptible d'être plus à l'écoute et de ne pas basculer mécaniquement, rapidement, dans un rapport de force frontal, d'autant plus que les relations bilatérales entre MBS, Mohamed Ben Salman et Trump sont de bonnes relations. Donc la question, c'est de savoir quel rôle va vouloir jouer l'Arabie Saoudite, qui d'un côté s'est abstenue de faire preuve d'un quelconque activisme ou contre l'opération israélienne à Gaza, et qui, en même temps, du point de vue diplomatique et formel et officiel, a rappelé sa position sur la nécessité d'un État palestinien
et la conditionnalité d'un rapprochement, d'une normalisation avec Israël, précisément à travers notamment une solution à la question palestinienne. Alors, la position du député qu'on vient d'entendre, Mathieu Lefèvre, je la trouve quand même, d'une certaine façon, et un peu comme toutes les autres déclarations qui vont dans le sens des Palestiniens, je la trouve un peu incomplète parce qu'elle oublie aussi de rappeler que les Palestiniens subissent cette politique coloniale en Cisjordanie, que c'est inacceptable, de clairement dénoncer aussi Israël. Ce qu'a réussi à faire assez clairement le ministre espagnol des Affaires étrangères, je te propose d'écouter. Alors, on avait un petit souci de retour en plateau, mais le ministre espagnol explique qu'il est absolument opposé à ce que préconise Trump et qu'il faut commencer par résoudre ce problème colonial que pose Israël. Il faut pointer clairement du doigt la responsabilité d'Israël. Nos élites européennes, alors l'Espagne, bien sûr, en fait partie, mais nos élites européennes, on les bien divisé dans cette dénonciation active. Oui, enfin, la déclaration que tu as rappelée du député Lefèvre, personnellement, je la prends pas très au sérieux, notamment pour les raisons que tu as invoquées, à savoir qu'elle n'est pas consistante, elle n'est pas cohérente avec une posture d'emblée qui consiste à ne pas rappeler ou à ne pas fonder sa position la position macroniste en général sur la base de la réalité du conflit israélo-palestinien, à savoir effectivement une réalité coloniale d'abord et avant tout, et que d'une certaine manière, les déclarations intempestives et brutales de Trump va servir à un certain nombre de responsables politiques tels que les macronistes pour essayer de montrer qu'ils sont, eux, dans une position de quête de solutions équilibrées, modérées, etc. Et en ce sens, Trump est là, à travers son discours, pour servir ce type de normalisation d'une situation anormale. Parce que tu l'as rappelé, effectivement, ce qui est plus spectaculaire, c'est finalement les euphémismes ou l'euphémisation de la situation. Et pour te donner un exemple d'un rapprochement que n'a pas osé faire le député macroniste dont on a écouté les paroles, lui, il a essayé de montrer le fait qu'il était choqué. Mais en vérité, ses positions depuis la guerre sont taxées ou traduisent, lui, Braun-Pivet et d'autres, traduisent une même déshumanisation des Palestiniens. Or, l'expression utilisée par Trump, celle de nettoyer, pour reprendre vraiment le mot qu'il a utilisé, en fait, elle puise dans cette même déshumanisation. Tu vois ? Donc, moi, encore une fois, je ne m'en tiens pas aux postures et aux discours opportunistes, pour le coup, qui consistent notamment à fustiger Trump pour mieux justifier l'inconsistance de sa propre position, notamment au regard du droit international ou d'une certaine idée de la justice internationale. Les propos de Trump, tu l'évoquais déjà un petit peu, c'est un nouveau coup porté au droit international parce que revendiquer comme ça le fait de mettre en place un crime de guerre, ce qui serait un crime de guerre, c'est quand même inédit. Et pourtant, aujourd'hui, il ne sera pas interpellé du moins jusqu'à l'instant, on a eu vent d'aucune interpellation de la part des institutions internationales. Oui, mais écoute, on retrouve là aussi un champ de rapprochement et d'alliance d'autant plus ferme, d'autant plus solide entre Trump et Netanyahou. Les dirigeants israéliens, plus largement, ont employé des termes qui était de nature à violer manifestement le droit international. Parler de raser Gaza, notamment, d'affamer la population, etc., constitue en soi la volonté, ou traduisent la volonté de perpétrer des crimes internationaux, crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, voire génocide. Tu vois ? Donc il y a là, en fait, l'application
dans le cadre de ce conflit, d'une grille de lecture où précisément la rationalité juridique, le droit international n'a pas son mot à dire. C'est ça qui est remarquable en fait. C'est vraiment la loi de la jungle, c'est le rapport de force, c'est la loi du plus fort qui impose les règles du jeu. Et ce qui a été construit depuis en particulier la fin de la Seconde Guerre mondiale, grand principe du système onusien, consacré par la Charte des Nations Unies, le non-recours à la force, un encadrement de la légitime défense, la reconnaissance de droits humains, la reconnaissance de la distinction entre combattants et civils en cas de conflit, etc., etc. Tout cela s'est effondré sous nos yeux en étant assumé par des responsables de régimes dits démocratiques. Et c'est en cela qu'on retrouve quand même le caractère exceptionnel de cette séquence. Eh bien, merci beaucoup, Bélir, pour cette nouvelle chronique et merci à vous d'avoir regardé Toujours Debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email, si vous nous regardez à la télévision. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur le site internet soutenez.lemediatv.fr. Très belle soirée sur le média.